Nous parlerons aujourd'hui d'un cours fort intéressant, les anticoagulants. Depuis plus de 70 ans, deux classes d'anticoagulants dominent la thérapeutique des maladies thromboemboliques. Ce sont les anti-TNF et les héparines et les anti-TNF et les antivitamines K. Je vais vous parler d'abord des anticoagulants. Depuis plus de 70 ans, deux classes dominaient pour représenter l'alternative thérapeutique des maladies thromboemboliques. Ce sont les anti-TNF et les antivitamines K. Les HNF plutôt que les anti-TNF. Les HNF. Puis est venue l'ère des héparines de voie moléculaire qui ont permis de faire avancer la prescription des héparines. C'est-à-dire, on pouvait prescrire l'héparine en ambulatoire. On pouvait fixer la dose en fonction du poids. Ça ne nécessitait pas, comme l'héparine non fractionnée, des surveillances très régulières, très rapprochées du TCA. Et puis, moins d'accidents hémorragiques. Et puis, devant les accidents, les antivitamines K, hémorragie, un seuil très réduit, donc par surveillance très accrue du INR, donc des nouvelles molécules ont fait leur apparition, il y a plus de 10 ans à peu près. Ce sont les inhibiteurs des facteurs 2A et des inhibiteurs de 10A. Donc, le cours d'aujourd'hui, portant sur les anticoagulants, l'étudiant doit savoir prescrire et surveiller un traitement anticoagulant à titre préventif et à titre curatif, à court et à long terme. Il faut qu'il sache classer les anticoagulants par leur mode d'action. Il faut qu'il sache connaître les principales indications de ces anticoagulants. Il faut qu'il connaisse les posologies non fractionnées et les héparines moléculaires. Il faut qu'il sache connaître les principales contre-indications et surtout, surveillance de ces traitements anticoagulants. La définition des anticoagulants. Les anticoagulants sont par définition des médicaments qui ont pour but de prévenir ou de limiter la formation ou l'extension d'un thrombus. Certains agissent au niveau de l'hémostase primaire, ce sont les anticoagulants plaquettaires, et d'autres par contre agissent au niveau de la coagulation. Ce sont les anticoagulants. Quand on veut connaître le mécanisme de ces anticoagulants, que ce soit pour les l'héparine, que ce soit pour les antivitamines K, que ce soit pour les inhibiteurs directs des 2A ou de 10A, donc, il faut connaître d'abord ce que veut dire l'HNF. L'HNF, elle est divisée en héparine sodique et héparine calcique. L'héparine sodique, ça se donne, c'est des héparines qui se donnent par voie injectable. Sodique, c'est par voie intraveineuse. Et calcique, c'est par voie subcutanée. C'est des mucopolysaccharides sulfatés extraits de l'intestin, du porc ou du poumon de bœuf. Les chaînes ont un poids moléculaire variable entre 4 000 et 30 000. Donc c'est des chaînes, c'est un poids moléculaire qui est très élevé. Ils sont constitués de 5 sucres, c'est le pentasaccharides. Et c'est cette structure qui est nécessaire à l'action biologique de la HNF. Pourquoi? Parce que la HNF n'agit pas directement sur le facteur de coagulation. Il va se lier d'abord à l'antithrombine 3. Et c'est cette fixation HNF antithrombine 3 qui va modifier la conformation et accélère la vitesse d'inactivation de ces enzymes de la coagulation. L'activité anti-10A ou l'activité anti-2A dépend donc de la longueur des chaînes mucopolysaccharidiques. Les premières traces de thrombine catalysent la conformation, l'activation plaquettaire et celle des facteurs 5, 8 et 12. L'inactivation des premières traces de thrombine retarde ou empêche toute génération ultérieure de thrombine. D'autres mécanismes interviennent dans l'action antithrombique de HNF. Les plaquettes libèrent un facteur anti-héparine
Et l'action de l'éparine est donc moins importante que quand le plasma est riche en plaquettes. Enfin, l'héparine mobilise l'inhibiteur tissulaire de la coagulation, c'est le TFPI, ce qui contribue à l'effet anticoagulant indépendamment de l'inhibition de la thrombine. Quand on voit l'héparine non fractionnée, ça dit qu'elle a une action et sur le facteur 2A, une action équivalente, et sur le facteur 2A et sur le facteur 10A. Quand on voit par exemple les héparines de poids moléculaire, les héparines de poids moléculaire, ils ont une action exclusivement sur le 10A. La chaîne, le poids moléculaire de cette chaîne est faible, donc elle a un poids moléculaire qui est très faible, et les HPPM sont obtenus à partir de la chaîne F. Le poids moléculaire varie de 2000 à 10 000, il ne dépasse pas les 10 000. Et cette fragmentation des chaînes peut intéresser la chaîne qui permet la liaison à la chaîne F, à l'anti-3003. L'action des héparines du poids moléculaire dépend beaucoup plus de l'activité anti-2A. Quand on voit l'antivitamine K, l'action des antivitamines K, l'antivitamine K est un effet anticoagulant indirect. Il empêche la synthèse des formes actives de plusieurs facteurs de coagulation, des facteurs vitamino-K dépendants. Et la demi-vie des facteurs de dépendants de vitamine K varie de 6 heures. Le facteur 7, protéine C, 2 à 3 jours. Pour les héparines directes, les inhibiteurs directs, ils ont une action directe sur le 10A, comme le rivaroxaban. Le dabigatran a une action directe sur le facteur 2A, comme on est en train de le voir. Les AVK, comme on avait dit, ils ont un effet anticoagulant indirect. Les héparines doivent se lier à l'anticoagulant pour exercer leur action. Donc, quand on résume, on avait dit au départ qu'il y avait deux classes qui dominaient le traitement de la maladie thromboembolique. Actuellement, donc, on connaît trois classes. Des formes orales et des formes injectables. Les anticoagulants oraux, c'est soit les antivitamines K, soit les anticoagulants oraux. Les anticoagulants injectables, qui sont dérivés de l'héparine, et dont l'efficacité doit être contrôlée par le dosage sanguin de l'activité d'ISA, ou bien du temps de Rowell, ou bien du temps de céphale K1. Et en plus, un dosage régulier des plaquettes sanguines est nécessaire pendant la durée d'utilisation des dérivés de l'héparine, par risque de thrombopénie. Alors, les héparines non fractionnées. Les héparines non fractionnées, c'est une chaîne mucopolysaccharidique, comme on vient de le dire. Elle contient 5 sucres, donc une pâte à saccharide, c'est cette liaison avec l'antithrombine qui permet d'exercer l'effet inhibiteur sur les facteurs de coagulation. Elle s'administre uniquement par voie intraveineuse ou subcutanée. Et après injection intraveineuse, la chaînette est efficace dès l'injection. Il y a une demi-vie de 1 heure, sinon qu'une perfusion continue. Par contre, pour la chaînette classique, le pic d'action est atteint en 4 heures environ, il y a une demi-vie de 4 heures. Donc, pour la chaînette classique, ça nécessite à peu près 2 ou 3 injections par jour. Et l'effet anticoagulant, ça c'est important, l'effet anticoagulant d'une même dose varie d'un patient à l'autre, rendant donc nécessaire une surveillance biologique de son activité. Donc, c'est un effet individuel. Les indications de la chaîne F. La chaîne F peut être prescrite chez l'insuffisance rénale. Est prescrit chez les patients porteurs d'une valve cardiaque mécanique. Est prescrit au cours de la fibrillation atriale. Est prescrit dans toutes les situations qui engagent le pronostic vital. Donc c'est surtout le cœur pulmonaire aigu, ou bien le syndrome coronarien aigu avec état de choc. Les indications à forte dose sont le traitement curatif des phlébites, la valve mécanique après, parce qu'il faut, ça nécessite donc une surveillance très rigoureuse. Il peut être prescrit à porter dans l'embolie pulmonaire, mais qui engage le pronostic vital. Il peut être prescrit rapidement dans l'ischémie aiguë qui engage le pronostic du monde. Il peut être prescrit dans les ACFA
et dans les syndromes coronariens aigus. La posologie indicative, la posologie de l'HNF, donc il y a un bolus qui est donné, c'est 500 unités par kilo par jour. La posologie indicative est de 500 unités par kilo, qui est adaptée au TCA, bien sûr. 2 et 3 fois le témoin. Dans les urgences comme l'embolie pulmonaire, il s'est encore un bolus de 60 unités par kilo est administré avant la perfusion continue. Donc la posologie indicative, c'est 500 unités par jour, adaptée au TCA. Et dans les embolies pulmonaires, il faut donner un bolus avant pour atteindre, parce qu'on avait dit que dès l'injection, on a l'action. Donc il faut atteindre une hyparinémie efficace. Donc on donne 60 unités par kilo en bolus dans l'embolie pulmonaire, on donne 12 à 15 unités par kilo dans le syndrome coronarien aigu. Et dans l'embolie pulmonaire, on peut être un peu, la dose peut être plus élevée, donc le bolus c'est à peu près 18 unités par kilo. Les principales contre-indications, c'est surtout les allergies à l'héparine. C'est les patients qui ont des antécédents de risque hémorragique aigu, donc de troubles de la coagulation acquise ou couche fétale, thrombopathie sévère, thrombopénie sévère. Situation à risque hémorragique accru, chirurgie avec risque hémorragique, traumatisme grave, traumatisme crânien, ulcère gastro-duodénal non contrôlé. Un AVC étendu récent, même s'il est d'origine oncologique, le risque hémorragique, l'endocardite infectieuse, sauf en cas de valve cardiaque, donc c'est beaucoup plus dans les emboles infectieuses ou autres, des contre-indications. Et puis, quand il y a un antécédent de thrombose, surtout ça, il faut le connaître parfaitement, c'est les antécédents de TIH, de thrombopénie induite par l'héparine, type 2. Des effets indésirables et complications, donc des réactions d'allergie cutanée, des thrombopénies immunoallergiques, comme on a dit, des effets hématologiques, le syndrome hémorragique pouvant engager le pronostic vital, et les thrombopénies de type 1, mais qui sont réversibles. Surveillance, TCA reflète l'activité anti-DESA de la HNF, mais pas l'activité anti-DISA. Le TCA doit être mesuré 6 heures après l'initiation du traitement ou après changement de dose, puis de façon quotidienne comme la HNF est administrée par intraveineuse. Le TCA doit être mesuré 4 heures après la deuxième injection quand la HNF est administrée par voie subcutanée. La mesure de l'activité DISA ou hyparinée peut également être réalisée, mais elle est beaucoup plus coûteuse et moins bien validée en pratique clinique. Du fait du risque de thrombopénie, une numération plaquettaire doit être réalisée 2 fois par semaine, quelle que soit la dose utilisée. Pour l'héparine de développement moléculaire, le mode d'action est identique à celui de la chaîne. Seules les différences suivantes sont à noter. Le poids moléculaire est beaucoup plus faible. La demi-vitesse héparine est beaucoup plus longue, qui permet de réaliser donc 2 injections, voire une seule injection dans le cas de l'INOEP. L'action des HPPM sur le TCA dépend de l'activité anti-DESA. Ainsi, la fragmine allonge moins le TCA que l'INOEP, mais plus que la fraxiparine. Et le pentasaccharide n'entraîne pas d'allongement du TCA. Donc, c'est des médicaments qui ont une action beaucoup plus sur le DISA que le DESA. Donc, ça ne nécessite pas une surveillance TCA. TCA, ça reflète beaucoup plus l'activité anti-DESA. Donc, le temps de demi-vitesse est indépendant de la dose administrée. L'élimination, elle est rénale, donc c'est contre-indiqué en cas de rénale. Et leur efficacité est tout à fait prévisible en fonction de la dose administrée. 100% biodisponibilité après injection subcutanée, quelle que soit la dose, effet biologique prévisible, accumulation en cas d'insuffisance rénale. Et les doses sont exprimées en unités anti-DISA. 1 mg de Lovenox vaut 100 unités anti-DISA. Les indications reconnues pour les HPPM sont les mêmes que celles de la HNF, sauf la fibrillation atriale et les valves mécaniques. Les posologies dépendent de l'indication. Prévention des accidents thromboemboliques veineux, avec situation risque élevé, situation risque faible, phlébitombolie pulmonaire mais sans cœur pulmonaire aigu, syndrome coronarien aigu avec ou sans use des cardios du second ST, non compliqué de choc.
principales contre-indications sont les mêmes que celles de la HNF. Demi-vie plus longue et les accumulations rénales sont contre-indiquent l'utilisation de suppléments dans certaines situations. Condition rénale est sévère avec clearance créatinine inférieure à 30 ml par minute. Et dans les cas où certaines situations engagent le pronostic vital. Des embolies avec cœur pulmonaire aigu, des syndromes coronariens avec état de choc. Les complications sont les mêmes que celles de la HNF et le risque de thrombopénie est beaucoup moindre parce qu'ils ont une action beaucoup plus anti-DISA qu'anti-2A. En général, aucune surveillance d'efficacité n'est nécessaire en raison de l'absence de variabilité interindividuelle, pas comme la HNF. L'anti-DISA doit envoyer cette suivre en cas d'insuffisance rénale afin d'assurer de l'absence d'un surdosage. Comme pour toutes les appareils, une surveillance de la numération plaquettaire 2 fois par semaine est nécessaire et obligatoire en raison du risque de thrombopénie sévère. Les autres héparines ou les héparanoïdes, il y a le pentasaccharide, l'extra, le danapanoïde et l'uridine. L'uridine dominée par le revasque ou le refluidor. Mode d'action des pentasaccharides, identique à celui de l'HPPM, donc c'est beaucoup plus une activité anti-DISA exclusive. Donc le pentasaccharide a une action anti-DISA pure. On avait dit que la HNF a une action équivalente entre anti-2A et anti-DISA. On avait dit que les HPPM, ils ont une action beaucoup plus sur l'anti-DISA que l'anti-2A. Le pentasaccharide a une action exclusive sur les anti-DISA. Cette molécule n'est administrée que par voie subcutanée. Sa demi-vie est très longue, permettant une seule injection par jour. Les indications reconnues sont les mêmes que celles d'une HPPM, en dehors de l'indication d'un syndrome coronarien aigu avec ST traité par une angioplastie primaire. Les posologies dépendent de l'indication, prévention des accidents thromboemboliques, les buthombolies pulmonaires non compliquées. Les syndromes coronariens aigus sont sujets du garage du segment ST. Les principales contre-indications sont les mêmes que celles d'une HPPM, en détail. Les effets indésirables et complications sont les mêmes que l'HPPM. Et là, on note quand même l'absence de TIH avec les thrombopénies. C'est-à-dire quand il y a des situations où la thrombopénie induite par l'héparine type 2 apparaît, on préfère donner du pentasacharide parce qu'il y a une absence quand même de thrombopénie induite par l'héparine, stade 2, type 2. Et aucune surveillance plaquettaire est nécessaire. Pour le danaparoïde, qui a un mode d'action similaire à la HNF, est utilisé en cas de TIH de type 2. Donc la seule indication de l'organe le danaparoïde, c'est dans les cas de thrombopénie induite par l'héparine type 2, dans les cas de thrombopénie immunoallergiques, qui sont une urgence et qui ne doivent plus, si le patient présente un TIH type 2 à l'héparine moléculaire ou bien à la HNF, donc il ne devrait plus recevoir ce genre de médicament. Son bisal est sous-cutané. Troisième classe, c'est l'uridine recombinante et les analogues. L'uridine est un polypeptide dérivé de la salive de Sonxu. Les uridines recombinantes sont des antithrombines directes, anti-2A directes. Il existe deux types d'uridine, le refluidon et le revasque. Leurs indications sont encore mal définies. Il existe un analogue de l'uridine, c'est l'Angiox, la bivalirudine. Ces indications sont limitées à la prise en charge d'un syndrome coronarien aigu. Sa voie d'administration est uniquement intraveineuse. Donc, on a des classes d'héparine. Quand il y a une contre-indication à l'héparine non fractionnée, on peut passer directement au danapanoïde ou bien à l'uridine, Donc, les héparines curatifs, ça, on résume ça. Les héparines curatives, donc absence d'hémorragie extériorisée, réaction aux protection, taux de plaquettes, c'est important, à cause de thrombopénie induite par l'héparine. Donc, il y a des thrombopénies induites qui apparaissent dans les 48 heures suivant le début du traitement. Donc, il y a une diminution du plaquette entre 100 000 et 150 000. Et puis, il y a le type 2, qui a une réaction immunoallergique, qui apparaît à partir du 5e jour. Chute de plus de 40% des plaquettes, le mécanisme immunoallergique avec apparition des anticorps antiplaquettes héparine dépendants associés à des complications thrombopotiques. C'est une coagulopathie, c'est une urgence médicale. Les thrombopénies induites par l'héparine, s'il y a une chute de plus de 40% du taux de plaquettes entre le 5e et le 20e jour du traitement, arrêt d'héparine, recherche des anticorps antiplaquettes héparine dépendants, mise en route d'un traitement par antivitamine K vers or, cithrombose ou utilisation des paranoïdes
de synthèse ou d'urétine. Dans les cas des syndromes hémorragiques menaçants sous héparine, réévaluer les indications initiales du traitement anticoagulant, arrêter l'héparine, antagoniser l'activité résiduelle. Donc, c'est-à-dire qu'on va donner un antagoniste à l'héparine, qui est le sulfate de protamine. 1 mg neutralise 100 unités d'héparine standard. 1 mg neutralise 100 unités d'antidisa d'HBPR. Donc, c'est très important. Donc, avant de donner l'héparine, il faut avoir sur la table du sulfate de protamine. 1 mg neutralise 100 unités d'héparine. Merci. En résumé, il y a ce tableau, donc qui va résumer les héparines non fractionnées avec leur schéma, et la prévention des thrombopénies immunoallergiques induites par l'héparine, diagnostic de thrombopénie, comment on fait le diagnostic, en urgence, chute de 40% taux de plaquettes. Il y a le traitement des thrombopénies induites par l'héparine, comment on traite. Ce qu'il ne faut pas faire devant une thrombopénie sous héparine, et puis le traitement de l'hémorragie, comme on vient de le dire. Deuxième classe, les antivitamines K. Les antivitamines K inhibent la formation par le foie des facteurs de coagulation. Vitamine K dépendent de 2, de 7, de 9 et de 10. Les antivitamines K agissent per os et leur efficacité maximale n'est observée qu'après 1 à 3 jours en raison de la demi-population. Déjà formé au moment de l'initiation du traitement, le TP explore les facteurs de coagulation vitamine K dépendants et plus le facteur 5. La demi-vie des différentes AVK est variable. Inférieure à 24 heures pour le Cintran, 24 heures pour les préviscants, supérieur à 24 heures pour les préviscants et supérieur à 5 jours pour le chromatine. Il existe une large variabilité interindividuelle et dans le temps, chez un même individu dont la réponse anticoagulante a une même dose d'AVK. Donc c'est-à-dire que chaque dose correspond à un individu. Il n'y a pas une dose fixe. Et l'INR doit être contrôlé régulièrement. Le Cintran 4 mg, c'est l'AVK le plus largement utilisé en HM. Le traitement doit débuter par 2 à 4 mg par jour. Et les doses doivent ensuite adaptées à l'INR, réalisées 48 à 72 heures après l'initiation du traitement. En pratique, on diminue le traitement de 1 quart par jour, soit 1 mg si l'INR est au-dessus de l'INR cible. Les doses sont ensuite adaptées toutes les 48 à 72 heures en fonction de l'INR et de la cible thérapeutique en fonction de l'indication. C'est-à-dire qu'il y a le moment, c'est-à-dire quand on introduit l'antivitamine K en même temps c'est-à-dire il y a un effet switch, c'est-à-dire on passe de l'héparine à l'antivitamine K, mais sans arrêter l'héparine. Il faut qu'on ait la cible, qu'on atteint la cible de l'INR pendant le traitement simultané, le traitement Cintran plus héparine. Les indications reconnues et les INR cibles sont pour la phlébithrombose pulmonaire, l'INR cible est à 2,5. La durée peut aussi en 3 mois et un traitement à vie en fonction du contexte. La fibrillation auriculaire et flûteur auriculaire, INR cible 2,5. Entre 2 et 3, à vie. Si la phase surveillance sur une valvulopathie rhumatismale ou si le score de risque thromboponique est élevé. Valve mécanique cardiaque, l'INR cible dépend du type de la valve mécanique et de sa position. L'INR cible est de 2,5. Pour une valve à double ailette aortique, 3. Pour une valve à double ailette aortique avec FA ou dysfonction contractile musculaire gauche, 3. Pour une valve à double ailette en position neutrale, 3,5 pour les valves à disque. Les patients porteurs d'une valve biologique cardiaque viennent cible de entre 2 et 3 pendant 3 mois. Valve biologique. Les principales contre-indications, c'est les allergies, les allaitements, la grossesse, mauvaise observation attendue du patient, absence de contraception chez une femme en âge de procréer. Des effets indésirables, réaction d'hypersensibilité, réaction cutanée, réaction anaphylactique, l'asthme, l'œdème de Kuhn, l'alopécie, la nécrose en cas de déficit de protéines C ou S, effet hématologique, syndrome hémorragique pouvant engager le pronostic vital. C'est la coagulopathie. En raison du risque hémorragique, la variabilité individuelle de la réponse au traitement, une surveillance par l'INR est nécessaire. L'INR doit être dosé tous les jours, de 3 à 4 premiers jours du traitement. Et en cas de soudage, il doit également être dosé 48 secondes après chaque modification de dose, ou en cas de prescription pour interagir avec des antivitamines K. Les interactions avec d'autres médicaments, avec l'alimentation, doivent être connues par le patient.
Par la suite, l'INR doit doser 2 fois par semaine pendant 3 semaines, plus régulièrement espacées. Un dosage d'INR doit être réalisé au minimum 1 fois par mois en cas de stabilité. C'est-à-dire quand on arrive à la stabilité, on va doser ça à peu près 1 mois, bien sûr avec l'éducation du patient qui doit être la clé, qui doit accompagner le patient. L'éducation des patients est un point essentiel du traitement. Donc il doit y avoir un canal explicatif. Les points d'éducation, c'est de prévenir les chirurgiens dentistes. Pas d'injection intramusculaire. Faites attention aux aliments qui sont riches en vitamine K, surtout les crudités, des abats, le crescent. Faites faire attention à l'alcool, pas d'automédication, surtout les anti-inflammatoires, les antimycosiques, l'aspirine, plus du traitement du soir, certains antibiotiques. Nécessite de choisir du choix de la contraception chez la femme. Et en cas de saignement même minime, une consultation est nécessaire. Donc on avait dit les antagonistes de la vitamine K, action retardée, on avait parlé de ça, on passe rapidement. Très bien. Précaution d'emploi, donc il faut faire très attention dans les HTA sévères mal contrôlés, dans les lésions hépatico-rénales, chez les sujets âgés, service biologique importante, arrêt avec cas toujours progressif, il ne faut pas les arrêter rapidement, donc il faut être progressif dans les arrêts. Relais de l'héparie, chevauchement, quand il y a une chirurgie qui est en vue, chevauchement jusqu'à l'obtention d'INR recherchée, interaction nutritionnelle nombreuse. Donc on avait parlé de ça. Les interactions médicamenteuses, on en avait parlé. Donc, il y a des recommandations concernant les infiltrations de corticoïdes en intra-artériel ou en intra-articulaire. Il y a toutes ces recommandations chez le dentiste ou autre. Donc, il y a des recommandations qu'il faut aller voir. Et par une infraction, donc, il y a, si on résume sur les traitements anticoagulants, bilan préalable, TCA, fluorogène, formule, plaquettes, CRP. Ça, c'est pour les poids moléculaires. Et les épargnes moléculaires, c'est la même chose. Les antivitamines K, posologie, éducation, ça c'est important, très important. Puis ça, c'est, on avait parlé d'INR, ça se calcule, c'est le ton des quick malades sur le ton des quick témoins. Donc, l'ICI, c'est témoigné par chaque ton. C'est-à-dire chaque laboratoire a sa thromboplastine. C'est pour ça que quand on fait l'INR, il faut garder le même laboratoire. Si je fais mon INR chez quelqu'un, je dois aller le voir à chaque fois que je fasse. Il faut garder le même type d'analyse. Ça, on en a parlé. Puis pour les surdosages de vitamine K, hémorragie minime, donc suspendre le traitement 24 heures, répondre à dose moindre de 1 K 24 heures après. Si l'hémorragie est sévère ou hématome profond, arrêter l'antivitamine K et injecter 5 à 10 mg de vitamine K. La correction se fera en 12 à 24 heures. Donc on arrête avec, on fait l'INR, on arrête avec, on va injecter la vitamine K 5 à 10 mg, donc une ampoule, ou correction en 12 à 24 heures. Ou s'il y a une urgence extrême, on va injecter des facteurs de coagulation, le 2, le 7, le 9 et le 10. 25 unités facteurs 9 par kilo, action immédiate. Donc PPSP c'est important. S'il y a un risque thrombogène ou mécanique, on va les parler. Peut-être antagoniser rapidement parce qu'il y a le sulfate de potramine. Site privilégié des hématomes, c'est le muscle droit, le muscle droit, c'est le crânien. Une hématurie microscopique chez un patient sous AVK doit faire suspecter un surdosage et prescrire un contrôle INR. Et puis on va discuter de la dernière classe qui est les anticoagulants oraux directs, qui ont une action inhibitrice directe sur les 2A ou les 10A. Les améliorations pharmacologiques apportées par ces médicaments permettent l'utilisation à dose fixe sans suivi biologique, du fait de variabilité intra- et inter-individuelle nettement moindre que les antivitamines K. Parmi les caractéristiques pharmacocinétiques des anticoagulants directs, il faut le délai d'action rapide, la durée d'élimination rapide, et le rôle clé de la P-glycoprotéine dans le passage membranaire de tous les anticoagulants oraux. Le cytokine
et du cytochrome P3 à 4 dans le métabolisme d'hexabone. Il existe certaines situations cliniques comme les cirrhoses rénales, le patient âgé aux interactions médicamenteuses nécessitant une adaptation posologique ou des précautions d'emploi. Alors, qu'est-ce comparé aux ABK? Là, c'est une diminution de la synthèse des facteurs vitamino-K dépendants et des protéines de coagulation, protéines C et protéines S, inhibition de l'activation par effet anti-2A, donc inhibition de l'activation par effet anti-2A ou anti-DISA direct, donc inhibition directe. Il y a une réduction d'activité pro-coagulante, il y a une augmentation de l'activité anticoagulante. Délai d'action en traduction et à l'interruption rapide de l'apparition et de la disparition de l'activité. Interaction médicamenteuse fréquente et influence de l'alimentation par les antivitamines K, interruption médicamenteuse rare et absence d'interférence de l'alimentation. Le polymorphisme du cytochrome P450 influence sur le métabolisme des antivitamines K, absence d'influence génétique. Forte fenêtre thérapeutique étroite, fenêtre thérapeutique plus large. Surveillance indispensable de la coagulation, absence de surveillance de la coagulation en routine. Il y a là même de la fibrillation atriale, prévention AVC, embolie systémique chez un patient adulte avec aphasie valvulaire associé à un ou plusieurs facteurs de risque. La Pixaban, c'est 5 mg 2 fois par jour, 2,5 2 fois par jour, si risque hémorragique identifié. Dabigatran, 150 mg 2 fois par jour, 110 mg 2 fois par jour, si risque hémorragique identifié. Le Rivaroxaban, 20 mg par jour, 15 mg par jour, si risque hémorragique identifié. Pour le moment, on a les anti-2A, le dabigatran, qui est commercialisé en Algérie et qui est très utilisé dans la prévention des ACFA et même dans le traitement des ACFA. Et on a le Rivaroxaban, qui est commercialisé depuis quelque temps en Algérie et qui est très utilisé en chirurgie vasculaire, en chirurgie orthopédique, en médecine interne et en cardiologie, et même en neurologie. Donc, traitement d'attaque pour le Rivaroxaban, c'est 30 mg, puis un traitement d'entretien de 20 à 15 mg, en fonction de l'âge, bien sûr. Le score ASPLET, c'est important de connaître le risque hémorragique quand on met mal du traitement. Donc, s'il y a une adaptation, il faut adapter la dose si le score est supérieur à 3. Pour l'hypertension, 1 point. Pour l'AVC, 1 point. Pour l'hémorragie, 1 point. Pour l'INR instable, 1 point. Pour la surveillance, 1 point. Les drogues ou alcool, 1 ou 2 points. Faut connaître ça, c'est le score ASPLET. Chirurgie et acte invasif, donc il y a des indications. 12 heures avant, si possible, en cas d'urgence, arrêt de dabigatran, arrêt provisoire du traitement 12 heures avant, si possible, en cas d'une tenue comme du risque hémorragique majoré. Donc, ça, c'est des schémas, c'est des recommandations que les étudiants doivent connaître. Surdosage pour le dabigatran, arrêt du traitement en cas d'hémorragie sévère, que ce soit pour le Rivaroxaban ou le dabigatran. Dialyser le malade en cas d'hémorragie pour éliminer le dabigatran rapidement, ou bien utiliser le charbon activé. Le traitement symptomatique, donc hémostase chirurgicale, compression médicale, et ainsi de suite. L'élimination des dabigatran est de 80% pour le Rivaroxaban, rénal, fécal et hépatique. Il n'empêche que quand il y a des choses rénales avec une clémence inférieure à 30, il y a une contre-indication absolue de ces médicaments. Le problème qui se pose et qui est en train d'être réglé, c'est l'antidote de ces médicaments, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antidote. Il y a actuellement qu'un seul antidote pour le dabigatran qui a été mis sur le marché dans certains pays. Pour le Rivaroxaban, il n'y a pas encore d'antidote, mais on peut utiliser quand même le PSP. Fibrillation atriale, maladie veineuse thromboembolique, risque d'AVC multiple par 5, un AVC sur 5 est secondaire à une AFA, le traitement avec un réduit de traitement avec un risque de 2 tiers. Il faut calculer donc le risque, le score CHAD 2S pour mettre les malades sous traitement anticoagulant. Donc il y a des scores qu'il faut connaître, le CHAD 2DS2, VASC et le HAS-SPLIT. Voilà le score CHAD 2DS VASC. Donc il y a tout ce qui est hypertension, l'âge, des atteintes cardiaques, diabète, des AVC, du thromboembolisme, les maladies vasculaires, l'âge entre 65 et 74 ans, et la femme. Score supérieur à 2, anticoagulation, score égal à 1, anticoagulation,
ou antiagrément plaquettaire, jusqu'à 0 pas de traitement ou antiagrément plaquettaire. Ça, c'est des recommandations des sociétés cardiaques. Voici un mot sur le thrombolytique. Troisième étape de coagulation, donc c'est surtout fluorogène et fibrine, donc le traitement anticoagulant et fluidentique sont différents. Arrêter la fluoriformation et désintégrer les dépôts intravasculaires. Donc traitement des accidents thromboliques récemment considérés aigus. Première génération, deuxième génération, donc il y a première génération sont actuellement abandonnés, le stadioclokinase et tout. Il y a donc le rétéplase, le ténexplase et le RTPA, donc l'activise et autres. Donc il y a la TPAS et l'activise, donc on les utilise actuellement fréquemment, que ce soit en réanimation, en neurologie, en chirurgie, en cardio, dans les ischémies aiguës. Donc durée d'action pour la TPAS, durée d'action courte. Pour le rétéplase et l'explase, c'est la durée d'action des supérieures, activation du plasma linéaire. Les indications, c'est des phases aiguës. Pour les connaître, je ne vais pas poser de questions sur les thrombolytiques, mais quand même, il faut connaître les communes en trois spécialités. Donc, sur l'HTA, sur les médicaux spécialisés, l'hémorragie gastrocolique, l'oncologie intéressante, jugage et tout, il faut faire très attention chez ces patients-là. Contre-indication, quand il y a une HTA qui est mal contrôlée, les péricardites, les pancréatites, antécédents d'AVC, lésions sévères, du système nerveux, grossesse, traitement commun antivitaminique commune en altéplase, et la rétéplase, c'est l'exemple de cavité aiguë et subactérienne. Ok. Il faut que ça connaître, mais bon, je pense qu'il faut les connaître, mais je ne vais pas poser beaucoup de questions sur ces genres Là, je vous dis merci. Hein. Donc, il faut qu'on sache prescrire le traitement, surveiller le traitement anticoagulant, et sache choisir le type d'anticoagulant, donc quelle affection. Et je vous remercie.